Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Direct Grand Débat. Le plaisir est tellement grand que de vous avoir nombreux, vous nous suivez. Ici, nous recevons dans ce magazine les grandes figures. Ce jour, nous recevons patron Mulongo Musango Mukena. Il est agriculteur, enseignant d'université. Mais ici, nous allons parler avec lui plus dans sa casquette d'enseignant d'université. L'enseignement congolais face aux défis du développement, c'est la grande thématique qui fera l'objet de nos échanges. Monsieur patron Mulongo Musango Mukena, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, mon cher camarade. Enseignant d'université. Oui. Vous maîtrisez le rouage. Aujourd'hui, s'il vous a été demandé aujourd'hui de critiquer l'enseignement congolais, du primaire en passant par les humanités jusqu'aux aux études supérieures, quelle critique pouvez-vous émettre? Oh, la plus grande critique, c'est que nous avons eu du mal à suivre le mouvement, je l'appellerai le mouvement mondial, l'évolution mondiale en matière d'enseignement. Donc je crois que nous avons encore beaucoup de retard par rapport à notre système éducatif. Il y a des lacunes qu'il faut rapidement, des écueils qu'il faut rapidement éliminer. Et donc pour moi, ce n'est pas reluisant, mais il y a quand même des choses positives. En général, ce n'est pas reluisant. Je crois qu'on est en retard. En retard par rapport aux défis de développement. Par rapport aux défis de développement et à l'évolution du reste du monde en matière justement d'enseignement. Alors, est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'orientation même déjà depuis le primaire, des secondaires jusqu'aux études supérieures poserait problème? Quelle orientation donner à nos élèves, à nos étudiants, pour quel cadre, pour quel défi de développement du pays de demain? Je crois que ça pose sérieusement des problèmes parce que nous en sommes encore à une orientation au finish qui intervient tard. On a tendance à orienter nos enfants vers ce qu'ils doivent faire à un niveau un peu plus élevé. Vous avez des enfants qui sont par exemple aux humanités qui ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. Et donc à la limite pour eux c'est imiter, quoi. En réalité, on ne sait pas comment orienter l'enfant parce que pour bien orienter l'enfant, il faut d'abord déceler les atouts et l'intelligence, les capacités que développe l'enfant dans un certain domaine. Pour dire que cet enfant, par exemple, qui s'exprime très bien, qui a la facilité de communiquer, peut aller dans une filière de communication, par exemple, de journalisme, par exemple, de marketing, ainsi de suite. Tel autre qui a des tendances peut-être un peu plus techniques, peut aller vers des métiers un peu plus techniques. On le fait tard. Ailleurs, aujourd'hui, dès la maternelle, on essaye de développer l'intelligence de l'enfant et déceler les potentialités que cet enfant peut dégager pour l'orienter déjà ou pour lui permettre de s'orienter plus facilement. Parce que c'est ça qui est important. Ça veut dire que les autres pays sont arrivés à diminuer l'âge de la maturité de l'enfant. Alors que chez nous, ce n'est pas encore le cas. Dans d'autres pays, un enfant de 12 ans, 13 ans, sait déjà à peu près ce qu'il va faire et développe à peu près justement des compétences pour ce qu'il va faire. Mais alors des compétences dénichées, effectivement par rapport aux besoins de la société. Des compétences dénichées par rapport aux besoins de la société, parce qu'ailleurs, justement, nous avons des services de statistiques qui marchent, nous avons des services de la planification qui marchent, on a tout un programme de développement intégral du pays et donc on anticipe et donc très tôt, on réfléchit à ce qu'on va devenir. Un enfant américain naît tout en sachant qu'il est grand, qu'il est américain, ça veut dire il est puissant, il est supérieur aux autres. Et on s'arrange pour que même à son insu, il se sente supérieur. Et donc, il participe à quoi? À la grandeur des États-Unis. Vous avez vu avec l'attentat de Bin Laden, vous avez vu ce qui est arrivé lorsque Obama a annoncé qu'on venait d'avoir Bin Laden. C'est des sentiments qui doivent être cultivés. Et donc, il faut anticiper déjà pour savoir exactement où on va
C'est ça qui est important. Et si on veut savoir où on va, ça veut dire quoi? Qu'on a une vision. Et il faut une vision claire. Lorsque la vision est claire, c'est facile de la mettre en œuvre. Alors, que dites-vous aujourd'hui de notre système éducatif? Pas manque de vision claire? Et par Oui, conséquent, je dis toujours... vous formez qui? Pour quel pays? Bah, voilà, c'est ça le problème. C'est comme si on formait finalement... pour quel pays même, je trouve la question assez intéressante. Parce que par moment, personnellement, je me dis peut-être qu'on forme finalement les Congolais pour les pays voisins ou pour les autres, sauf pour nous. Parce que c'est important d'abord de savoir quels sont nos défis d'abord. Nous voulons aller où? Quels sont les défis que nous avons? Aujourd'hui, nous savons que on a plusieurs défis. Un, on a la faim, ça veut dire quelque part la suffisance. Ok? Il faut à tout prix, au niveau alimentaire, qu'on arrive à se suffire. Bon, d'abord, si je veux commencer au tout début, le plus grand défi, c'est le défi de toute nation. C'est-à-dire le développement avec une redistribution plus ou moins équitable du revenu national. On se bat encore pour ça. Il y a des inégalités qui sont criantes, qui nous freinent, mais je crois que ça, à différents niveaux, ça concerne tous les États. Bon, maintenant, là, quels sont les défis? Le pays lui-même, il a quel défi aujourd'hui? Aujourd'hui, on sait qu'on doit se développer. Pour se développer, on a besoin, de nourrir toute notre population à sa faim. Ça veut dire quelque part produire. L'agriculture, ça doit être une de nos priorités. Aujourd'hui, on a compris que le monde qui est en train de devenir un village planétaire avec justement une utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ça demande que nous nous y adaptons. Donc, il faut une numérisation justement qui nous permette de nous développer plus facilement parce que nous diminuons, de casser les barrières et de gagner beaucoup de temps. En tout cas, de gagner beaucoup de temps en s'organisant au mieux de sorte à poser des actions qui soient des actions assez efficaces de développement. Donc, nous devons participer au développement intégral du pays, ce qui veut dire au développement intégral du citoyen RD congolais. Je crois que ça, ce sont les défis qu'on a. Et donc, à partir de ce moment, si nous voulons nous développer, nous voyons que nous avons besoin des élites. Nous avons besoin des personnes, ressources qui nous aident à aller de l'avant. Donc, nous avons besoin des intelligences pour accompagner cette vision. Qui nous aident à accompagner cette vision. Et donc, si nous réfléchissons de cette manière, nous comprenons que le secteur éducatif devient très important dans la mesure où il doit assurer justement une acquisition des connaissances assez complexe, assez efficace pour que ce pays aille de l'avant. Nous devons former notre jeunesse à ça. Ça, c'est important. Et voilà. Donc, à partir de ce moment-là, le système éducatif doit être assez performant. Performant, mais assez réaliste et réalisable. Et alors, devant ces tableaux que vous venez de dresser, entre autres, vous avez parlé des défis de développement liés à la faim, à la redistribution plus ou moins équitable de ressources. Voilà que c'est un tableau qui mènerait la RDC vers une vision. Mais vous, en tant qu'enseignant d'université, est-ce qu'aujourd'hui, en commençant par les primaires, vous-même vous êtes allé plus loin même devant la maternelle, mais en commençant déjà par les études primaires, je saute pour aller au secondaire ou aux humanités. Aujourd'hui, vous trouverez peut-être quelqu'un qui veut faire la littéraire. Plus tard, il veut être, par exemple, un communicateur, un avocat. Quelqu'un d'autre fait la commerciale, la gestion. Est-ce que tout le choix des options reflète exactement ce que devra ou ce que veut devenir la RDC? Non, en commençant par les humanités d'abord. Je ne pense sans pour autant parler d'abord des études supérieures. Je ne pense pas parce qu'au finish, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a des économistes talentueux qui sont cambistes. On a des juristes qui sont chauffeurs de taxi. Encore que je ne veux pas dire que... je ne veux pas dénigrer tous ceux qui font ce métier-là. Mais seulement vous comprenez qu'il y a un problème à un moment.
Parce que quand quelqu'un étudie pour être électricien, je crois qu'il a une vision lui aussi, qui est une vision personnelle. On doit arriver à faire en sorte que la vision personnelle du citoyen congolais rejoigne la vision globale de la RDC, de la nation congolaise. Donc, ce qui veut dire la nation congolaise, quelque part, doit mettre devant une politique qui attire ses concitoyens pour le développement. La sommation, justement, de toutes ces petites visions doit se retrouver dans la vision congolaise. Que voulons-nous être? Nous voulons être un géant de l'Afrique et du monde. C'est quoi devenir géant de l'Afrique et du monde? Ça veut dire, quelque part, nous voulons avoir un PIB haut. Nous voulons que nos concitoyens, la majorité du moins, vivent, n'est-ce pas, au-dessus du seuil de la pauvreté. Où vivent la majorité, que la majorité vive confortablement. Nous voulons que le taux de chômage baisse considérablement. OK? Nous voulons que notre pays soit leader dans beaucoup de domaines. Économique, social, c'est ça que nous voulons. Technologique, c'est ça que nous voulons. Et pour cela, nous devons avoir des ressources humaines qui nous permettent d'arriver à ce niveau-là. Autant bien dans le public que dans le privé. Nous voulons avoir des entreprises privées florissantes, ce qui veut dire qu'il y a assez de travail pour tout le monde. Et si nous voulons être au top d'une manière, comme vous avez dit, même technologiquement parlant, c'est important que nous développions tous ces secteurs. Et quand on parle de technologie, on parle aujourd'hui de la numérisation. Vous comprenez qu'aujourd'hui, celui qui ne sait pas, c'est même plus utiliser l'ordinateur. Si vous ne comprenez plus rien à l'informatique, avec tout ce qu'il y a, vous êtes analphabète. Et ça creuse un fossé. Ça creuse un fossé. Aujourd'hui, nous devons former les concitoyens congolais à relever quoi? À relever tous ces défis. Alors, aussi bien au niveau du public qu'au niveau du privé. Alors pourquoi la plupart d'enseignants comme vous ou d'étudiants sont tentés plus par les instituts privés que publics? D'abord le traitement. Le traitement. Et la qualité de l'enseignement dispensé? La qualité de l'enseignement, pas nécessairement. Bien que lorsque les autorités académiques de l'institution privée sont assez sérieuses, je ne prends que ce mot-là, assez sérieuses, oui, la qualité suit. Nous avons des universités privées aujourd'hui où au moins on sait qu'on ne peut pas douter de la qualité. Mais c'est quoi la proportion de ces universités privées dont on ne doute pas de la qualité? C'est la minorité. La minorité. Et je peux dire sans honte qu'il faut compter d'abord les universités, entre guillemets, à caractère confessionnel, c'est moi qui le dis, c'est-à-dire vous voyez les catholiques, les protestants, vous savez qu'aujourd'hui ce sont des universités qui ont fait quand même leurs preuves. Mais les autres. Alors lorsque l'enseignant ne trouve pas son compte au niveau du public et qu'il a des charges horaires qui peuvent ajouter, compléter un peu ce qu'il reçoit, qu'il trouve infime, vous comprenez qu'il y va pour de l'argent et donc il ne sera peut-être pas très regardant sur la qualité même de l'enseignement qui est donné. Et ça fait partie d'un des écueils justement du système éducatif que nous avons. Alors aujourd'hui, patron Mulongo Musango Mukena, lorsque vous êtes enseignant d'université et qu'aujourd'hui l'on lance un débat sur les réformes de l'éducation nationale ou du système national éducatif congolais, à quoi cela rimerait? C'est aux conditions socio-professionnelles ou bien c'est à la requalification de l'ensemble du système?
Qu'est-ce que vous sous-entendez lorsque tout de suite on lance un débat autour des réformes, il faut réformer l'éducation nationale congolaise? Oui, lorsqu'on réforme, donc on redonne une autre forme. En fait, c'est ça que ça veut dire. Je pencherais plus pour la requalification de tout le système. Oui. Parce qu'il pose, il pose problème. Oui, ça veut dire on voit ça d'une manière globale. Parce que, en fait, lorsque je parle d'écueil et tout ça, je vois le tout. Il y a le traitement d'abord. De toutes les façons, quand le traitement n'est pas bon, qu'est-ce que vous pouvez attendre de plus? Il y a les infrastructures aussi? Oui, le traitement, les infrastructures et tout ce qui va avec. Oh. Mais lorsque le traitement est bon, lorsque l'infrastructure est là, ok, le reste suit. Parce qu'au niveau de la gestion, en termes de qualification, je vous dis, nous avons des professeurs, je l'ai dit une fois, nous avons des génies, ok, en plus qui donnent cours. Il y en a qui donnent cours à l'extérieur, dans des universités prestigieuses. Donc on ne peut pas douter de la qualité de leur enseignement. Mais seulement la vraie question, c'est par moment, est-ce que ce même enseignement-là est adapté chez nous? Le même enseignement qui est donné dans des conditions normales, dans des très bonnes conditions. Vous croyez que dans les conditions de la RDC, le même enseignement vaut? Parce qu'en matière d'infrastructure, lorsque vous n'avez pas ce qu'il faut, vous faites quoi? Vous vous adaptez. Mais est-ce que la qualité de cet enseignement reste la même? On a en RDC, parfois je dis des miraculés, on a vraiment des génies. Et si on a des génies, c'est parce que c'est des gens qui vont au-delà de ce qui est donné. C'est une minorité qui va au-delà en termes de recherche, d'une manière personnelle. Et on a des gens qui sont vraiment dans une sorte d'apostolat. Et c'est le cas de beaucoup d'enseignants, de beaucoup de professeurs. C'est vraiment de l'apostolat. Vous êtes dans des conditions compliquées. Vous êtes en train de donner cours pendant que votre femme, ok, doit accoucher et vous n'avez pas de quoi payer la maternité. Bon, aujourd'hui, cet exemple peut-être ne vaut pas puisque c'est gratuit. Mais en fait, c'est juste pour dire l'enseignant doit être dans des conditions telles qu'il ne pense qu'à enseigner, telles qu'il ne pense qu'à sa recherche. Il n'a pas à réfléchir si son enfant va étudier ou pas, il n'a pas à réfléchir si ses enfants ou sa famille s'ils vont manger ou pas, il n'a pas à réfléchir s'ils vont se faire soigner ou pas, il n'a pas à réfléchir s'il devra courir derrière un 207 ou pas. Et dans ce cas, d'une manière optimale, il donne le meilleur de lui-même. Et la recherche, elle va de l'avant. Et si la recherche va de l'avant, puisque le problème, en fait, c'est quoi l'objectif même, finalement, de l'enseignement? Qu'est-ce qu'on fait? C'est permettre une acquisition des connaissances qui aide le pays à aller de l'avant. Encore que cette connaissance-là, elle doit être de qualité pour que la relève continue à pousser ce pays vers l'avant. Alors aujourd'hui, lorsqu'on évoque le débat autour de réformes, il faut commencer par d'abord les conditions socio-professionnelles du personnel enseignant. Avant de penser à la qualité des étudiants, avant de penser même du fond du système éducatif. Il faut d'abord penser au système, aux conditions socio-professionnelles, mettre l'enseignant dans les conditions. Et puis, aujourd'hui, pour vous, lorsqu'on parle par exemple maintenant, en nom de réforme, on parle du système LMD, licence, master, doctorant. Est-ce que c'est inverser les choses? Au lieu d'abord de penser à l'amélioration des conditions de vie de l'enseignant, que de revenir sur la requalification du système. Ce qui est vrai, en fait, il fallait bien qu'il y ait un débat à un moment. Il fallait bien qu'on revisite finalement notre système qui avait fait, finalement, on a vu qu'il y avait quand même des écueils qu'il fallait relever, ça c'est important. Deux, système LMD ou pas, si les conditions des enseignants
ne sont pas relevées, ne sont pas bonnes, on n'aura rien du tout. On n'aura rien du tout. Mais maintenant, le système LMD, en fait, lorsqu'on l'analyse de fond en comble ailleurs, on se rend compte que ça peut apporter, effectivement. Ça devrait apporter quelque chose parce qu'avec ce système, c'est un peu la professionnalisation de l'enseignement. Avec ce système... Il repose essentiellement sur quoi? Le système LMD, en quoi est-il enrichissant par rapport à l'ancien système, hein, ou bien un système en mutation? Lorsque vous comparez les deux systèmes, vous allez voir que l'ancien système, on est plus théorique. On est dans la théorie jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, à la fin, bon, à part pour certaines filières, c'est à la fin que vous allez voir, vous devez passer par des stages. Vous devez passer par des stages pour pouvoir intégrer, okay, le marché de l'emploi. Le système LMD apporte justement une innovation en ce que dans la formation déjà, on vous forme avec une pratique de telle sorte que lorsque vous terminez, vous êtes déjà prêt à embrasser le marché de l'emploi. Ce qui veut dire qu'il y a un côté pratique qui intervient tout au long du cursus. Tout au long. Alors que pour l'autre, il fallait terminer la théorie et puis passer sur le marché de l'emploi. Vous connaissez d'ailleurs tous les problèmes qu'il y a. Hein, vous terminez, vous cherchez de l'emploi, vous devez faire des stages, et lorsque vous arrivez, on vous dit, vous devez avoir quoi? De l'expérience. Parfois, on vous dit 2-3 ans oui, d'expérience. Oui, mais comment est-ce que vous aurez cette expérience-là? Comment vous allez faire pour avoir cette expérience-là? Vous venez de terminer. Et à quel moment est-ce que vous aurez 3, 4, 5 ans? C'est pas facile. Et puis, l'emploi même, avec le taux de chômage qu'on connaît. Donc, c'était un peu plus compliqué. Et donc, avec le système LMD, ça, c'est vraiment un des atouts. Parce que vous avez d'un côté la licence, et cette licence-là, quand vous la terminez, vous avez 3 ans. Vous êtes prêt à être employé. Vous êtes employable, si je me permets ce terme-là. Avec les 3 ans, vous n'êtes pas obligé d'aller, parce que vous avez 3 ans de licence, vous avez 2 ans de master, c'est-à-dire 2 ans de maîtrise, et puis vous avez le doctorat. Alors, déjà avec vos 3 ans de licence, vous êtes employable. Je crois que c'est quand même une innovation qui est... je crois que c'est important pour nous. Surtout pour un pays qui veut se développer, qui veut aller de l'avant. Tout de suite, 3 ans, déjà, vous êtes employable. OK? Et puis, 2 ans, c'est la spécialisation, en fait. On parle de maîtrise. Je dis toujours, pour être simple, quand on dit vous maîtrisez, c'est-à-dire vous avez un plus dans les connaissances que vous avez acquises. Donc, vous avez les 2 ans pour la maîtrise, pour la spécialisation. Et là, vous avez un plus. Bon, maintenant, si vous dites, moi, je voudrais aller jusqu'à la recherche. Moi, je voudrais aller jusque, OK, à donner cours, à être enseignant. Vous passez évidemment par... vous allez être doctorant, vous allez être docteur si vous voulez. Hein, donc, vous passez par le doctorat. Ça, je crois que ça, c'est un plus. C'est ça la grande différence. Professionnalisation. Et même au niveau des enseignants, vous savez qu'il y a des problèmes. Et je dis toujours, même dans notre système, beaucoup de professeurs devaient, en plus d'être ceux qui sont là, connaître le marché de l'emploi pour en parler facilement et pour pousser. Mais là, dans ce système, en principe, en termes d'heures, vous travaillez beaucoup plus. Parce que vous n'êtes pas seulement dans la théorie, vous êtes et dans la théorie et dans la pratique. Et vous devez veiller à ça. C'est-à-dire, les étudiants doivent avoir aussi l'esprit de quoi? De recherche. Parce que vous les poussez chaque fois à la recherche. Il y a la recherche et il y a les stages. Ça pose aussi un problème des conditions. Ça pose une condition congolaises. Je voulais arriver à ça. C'est idéal. En fait, c'est qu'il faut aussi comprendre que ce système est arrivé parce qu'au départ, il y avait beaucoup de problèmes d'équivalence. Ça nous arrive même jusqu'aujourd'hui. Par moments, nos enfants, lorsqu'ils terminent ici et qu'ils doivent aller en Europe ou ailleurs, on parle toujours d'équivalence. Hein? Et c'est souvent que nos enfants doivent reprendre
une année, deux, hein, parfois un peu plus, pour entrer finalement dans le système qu'ils rencontrent en Europe ou ailleurs. Mais au niveau de l'Europe aussi, il y avait ce problème d'équivalence un peu, ou d'homogénéisation, je le dis comme ça, d'harmonisation peut-être, entre le système européen et le système anglo-saxon. Ça posait problème. Et donc au départ, le système LMD, c'était pour faciliter justement cette harmonisation. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Que vous veniez d'un système européen ou anglo-saxon, vous ne vous perdez pas au niveau de la façon d'apprendre. Et puis deux, c'est un système qui vous permet une certaine mobilité. À partir du moment où c'est reconnu partout, je peux partir d'ici pour une autre université. Il n'y a pas à chercher, ok? C'était quelle université? Est-ce qu'on regarde seulement quels sont les cours que j'ai eu à faire? Je peux même en cours de l'année changer, aller d'une université à une autre, sans que ça pose de problème. Parce qu'au niveau de la connaissance, c'est la même connaissance, ok? Au niveau du système, c'est le même système. Et donc, à partir de ce moment-là, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Ça, ce sont quelques innovations qui arrivent. Mais, le bémol, dans le contexte congolais, le système LMD controversé aujourd'hui. Controversé parce que les préalables. Je veux bien qu'on dise on essaye, et puis par essai-erreur, et puis on avance. Les préalables. Les enseignants sont-ils formés? Sont-ils bien préparés par rapport à ce système? D'une manière générale, non. Il y en a, oui, mais d'une manière générale, non. Les étudiants sont-ils assez informés, formés par rapport au système? Pas du tout. Donc, finalement, on se retrouve avec un système où toutes les parties prenantes ne maîtrisent pas convenablement les tenants et les aboutissants. Donc, c'est un système qui peut être magnifique, qui peut être bien, mais ce ne sont pas les intentions qui comptent. Alors, c'est l'application. Il fallait d'abord convoquer les États généraux. Les États généraux, la réforme, elle a été faite. Moi, je crois qu'il fallait beaucoup de sensibilisation, beaucoup de vulgarisation. Et peut-être faire un essai à petite échelle. Peut-être. Ça, c'est moi qui pense comme ça. Peut-être un essai à petite échelle. Bon, maintenant, on est déjà dans le système. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les voix s'élèvent pour sa suppression. Il y en a qui s'élèvent pour ça. D'autres s'élèvent pour l'évaluation. Je pencherai, moi, pour une évaluation, encore une autre évaluation, parce que je sais qu'il y a certains qui ont fait une évaluation qui en sont arrivés à dire que vraiment le système LMD devait être arrêté. Mais moi, je me dis, il faut une évaluation qui soit la plus rationnelle possible, qui tienne compte évidemment des avis de toutes les parties prenantes. Ok. Ça veut dire l'État. Pour améliorer, oui, il y a l'État, le corps enseignant, la communauté estudiantine. Les parents. Les parents autour d'une table. Ah oui, les gestionnaires des entreprises, les employeurs. Il faut que quelque part, on réfléchisse d'une manière assez large pour voir qu'est-ce qui peut être fait. Il n'y a que deux choses. Qu'est-ce qui peut être fait? Est-ce qu'il y a moyen, s'il vous plaît, monsieur patron Mulongo Musango Mukena, est-ce qu'il y a moyen qu'au cours de ces assises-là, si jamais il y en aura, que l'on parvienne à dégager un système hybride qui n'est ni de l'ancien système congolais, qui n'est ni du système controversé du LMD, mais on y va pour dégager un système qui peut être souple et adapté aux conditions congolaises? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est tout ce qu'on pourrait demander. Est-ce qu'on est obligé chaque fois de vivre d'un certain mimétisme qui parfois ne nous avance pas? Nous avons les mêmes problèmes dans presque tous les secteurs. On imite, et parfois mal. Il n'y a pas de péché à imiter ce qui est bien fait. Mais même lorsque vous imitez, essayez de comprendre comment ça s'est fait de l'autre côté. Mais on peut avoir un système qui est notre système à nous, si on veille seulement à ce qu'au niveau des équivalences, au niveau de l'harmonisation, ça ne pose pas de problème. Je ne vois pas pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, même si on devrait éliminer le système LMD, il ne faudrait pas qu'on retombe dans l'ancien système qui a justement montré aussi ses limites.
Donc on doit améliorer, mais est-ce qu'il faut nécessairement améliorer avec le système LMD? Bon, c'est une question qui sera posée. Si oui, bon, d'accord, système LMD, mais que faut-il faire pour que ce système-là s'adapte à la vision du Grand Congo que nous voulons? C'est ça qui est important, parce que partout aux États-Unis, en Europe, le vrai problème, c'est l'acquisition des connaissances qui permettent aux nations, à la nation d'avancer. Mais écoutez, il n'y a pas que cette manière-là de faire. Il faudrait qu'il y ait des discussions qui soient poussées, et les intelligences sont là pour des discussions qui soient plus poussées, qui soient plus rationnelles, qu'il n'y ait pas de précipitation et qu'on tienne compte des avis des uns et des autres. Il ne faut pas faire les choses pour les faire. C'est pour cela qu'on dit, on ne va pas, ok, tu ne vas pas être ingénieur, tu ne veux pas être juriste, tu ne veux pas être économiste, juste parce qu'on dit... être agronome. Ou agronome, juste pour qu'on dise, il est agronome. Hein, donc tu viens avec ton papier, comme on a écrit là, ingénieur agronome, voilà, allô, Nguinaye, il est agronome. Non. Mais tu dois être utile. Les connaissances tu dois acquises être utile. doivent être utiles à la nation. D'abord à toi, et par toi, à la nation. Ok? Parce que tu fais partie de la nation. C'est pour ça que je dis, les visions personnelles, en principe, des Congolais doivent converger vers la vision nationale. Mais la vision nationale, elle doit être assez convaincante pour que les habitants s'y retrouvent et décident de la rejoindre. C'est ça qui est important. Et c'est ça le vrai leadership. Il n'y a pas besoin de fouet pour ça. Alors, autant d'étudiants déversés sur le marché chaque année, mais en soi, c'est comme l'emploi pose problème. Le système LM2, vous l'avez dit, c'est tout de suite fini, on est utile. Exact. On est consommable, ça veut dire on est tout de suite engagé en termes d'emploi. Mais le paradoxe chez nous sera que, bien que licencié, gradué ou consommable sur le marché d'emploi, l'emploi lui-même pose problème. Ça pose problème parce qu'on a encore des problèmes. Et des problèmes un peu de vision. Vous voyez? Pourquoi doit-on penser qu'on doit nécessairement terminer pour aller à la GECAMINE, pour aller à la DGI, aller à l'OCC, aller à l'OCC? Mais aujourd'hui, on doit plus réfléchir à l'entrepreneuriat. Ça doit être une réflexion nationale même du pays. Parce qu'en termes de chômage, c'est-à-dire il faudrait qu'on impulse suffisamment l'entrepreneuriat, qu'on impulse suffisamment le privé. Le privé, on doit créer, permettez la tautologie, des créateurs d'emplois. On doit former, on doit lancer sur le marché le plus de créateurs d'emplois possible. Et à travers une politique mise sur pied. À travers une politique mise sur pied, et ça doit se préparer dès la maternelle. Dès la maternelle. Pour mettre dans l'esprit de l'enfant qu'il peut devenir un créateur d'emplois. Un boss de lui-même. De lui-même. Qu'il peut développer son intelligence de sorte à apporter de l'emploi aux autres. Est-ce que c'est ce qui est fait aujourd'hui dans notre système? Non, on a encore des problèmes. Et je pense que ça doit être repensé. J'ai l'impression que par moment, on renferme. Il y a des théories belges, plus théoriques. Vous allez trouver beaucoup de licenciés théoriques, mais écoutez, pratiquement avec beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, on rejoint petit à petit les anglo-saxons. Je veux bien. Mais attention, on ne va pas me dire que le système anglo-saxon n'a pas de faille, on n'a pas de faiblesse. OK? Donc, il faut prendre dans ce système, et c'est le travail que nous pourrions faire. On peut prendre dans ce système ce qui est positif et l'ajouter au positif de l'autre. Ce qui est vrai, le système qu'on va sortir. Hybride. Qui peut être hybride, OK? Qui devrait l'être de toutes les manières. Si c'est pour améliorer et développer le pays, ce n'est pas un problème. Réalité, hein? Ça devrait l'être, ça ne pose pas de problème, mais ça devrait apporter un plus. Ça devrait apporter un plus. Et même ce système-là, comme on dit, OK, à chaque médaille, évidemment,
son revers, même ce système aura sûrement quelques failles. Du moment qu'on minimise les failles, écoutez, c'est toujours bon. Et puis ceux qui viendront après nous, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aussi améliorer. Parce que justement, c'est ça la vie de tous les jours. Ok? Les choses avancent, ça change, mais nous, avec le retard qu'on est en train d'accumuler, à un moment, on n'aura plus d'autre choix que d'être des suivistes. Alors, patron Mulongo Musangu Mukena, nous tendons vers la fin de ce magazine. Dans les 3 minutes qui nous restent, le LMD, un système controversé. Oui. En résumé, que retenir de votre position? Que retenir? Qu'est-ce que les étudiants peuvent, qui nous suivent à l'instant, peuvent retenir? Parce que déjà, les voix se sont levées pour la plupart des cas dans les camps des étudiants qui demanderaient l'annulation, la suppression un peu pure et simple de ce système, le LMD. En fait, vous savez, lorsque vous ne comprenez pas une chose, lorsque vous ne la maîtrisez pas, même si elle est pour votre bien, ok? Je crois que ça ne vous apportera pas le bien que ça devrait. Je crois que le système LMD doit être mieux expliqué. Le système LMD doit être adapté à nos réalités. Le système LMD doit tenir compte, comme je viens de le dire, de nos réalités pour être accepté. Le système LMD devrait être assez vulgarisé, ok? Et toutes les parties prenantes assez sensibilisées pour comprendre justement quel est le contour et à la limite les avantages qu'on pourrait tirer d'un tel système chez nous. Comprendre les avantages, mais peut-être aussi qu'on verra que ça pose plus d'inconvénients que d'avantages, on peut le laisser. C'est pour ça que je parle d'évaluation, une évaluation qui soit rationnelle. Et au-delà de ça, même s'il fallait arrêter avec le système LMD, on ne peut plus rentrer dans l'ancien système. Donc, aujourd'hui, la réflexion, c'est quel système finalement pour la RDC? Parce qu'on ne peut pas être dans l'ancien système qui a montré ses limites. On ne peut pas être non plus dans un système LMD qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas et dont la vulgarisation et la sensibilisation n'est pas assez faite. Et donc, c'est à nous de réfléchir. Quel est le système pour ce pays? Donc, la réflexion reste ouverte. La réflexion reste ouverte. Parce que si les conditions préalables sont réunies, peut-être qu'accepterons-nous facilement le système LMD. Il est controversé parce que les gens ne comprennent pas. Je vous dis que lorsque vous ne comprenez pas, ok, vous n'avez pas le bénéfice de la chose que vous ne comprenez pas. Quand bien même, elle pourrait avoir des avantages. Vous savez que Galilée a été tué parce qu'il disait... Vous connaissez l'histoire. En conclusion. En conclusion, je crois qu'il faudrait encore mûrement réfléchir sur ce système. Il faudrait une sensibilisation qui vraiment aille de l'avant. Aujourd'hui, déjà à ce niveau, est-ce que ceux qui sortent du système LMD, parce que nous sommes arrivés justement à ce niveau-là, est-ce que c'est des gens qui sont employables? Ça, c'est une question. Et les statistiques, s'il y en a, peuvent nous dire. Parce que un des objectifs, c'est avoir, ok, au sortir déjà de la licence, qu'on ait des élites, des personnes qui sont directement employables. Avons-nous atteint cet objectif? C'est encore une question. Si on n'a pas atteint cet objectif, à quoi sert ce système? Alors, monsieur patron Mulongo Musangu Mukena, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie et c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Je rappelle que vous êtes agriculteur et enseignant de l'université. Je croyais que vous avez oublié l'agriculteur, que j'adore. Merci d'être venu. Je vous remercie. C'est la fin de ce magazine Direct Grand Débat. Le prochain invité, c'est vous. Et à chacun et à vous tous, excellente suite de nos programmes. Et à plus.